Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Neil Robert, le fondateur de Beambuilder. Comment vas-tu, Neil? Bah, ça va très bien, merci Jean de m'accueillir. Très contente de te recevoir. On voit que tu arrives, tu es chaud bouillant sur le podcast. Ça fait vraiment plaisir de Tout te bouillant. voir. Tu es là pour tout déchirer, donc tant mieux, on a plein de sujets à voir ensemble. Déjà, vraiment bravo pour tout ce que tu fais. Tu es quelqu'un de très présent dans l'écosystème. On a la chance de t'avoir. C'est pas facile de t'avoir. On sait que tu as un gros parcours, beaucoup d'activités, donc pas facile de t'avoir. Par contre, tu nous as fait cette chance et cet honneur. Donc, on va le respecter. On a plein de sujets à voir. Déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours avant le Web3? Parce que j'imagine qu'avant d'avoir travaillé dans l'écosystème Web3, tu as fait autre chose. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus? Qui est Neil? Avec plaisir. Effectivement, avant le Web3, j'étais dans l'écosystème plutôt du marketing avec mes Ok. associés, qui sont toujours mes associés sur nos projets Web3. On s'est expatrié en Birmanie, en Asie du Sud-Est, il y a 10 ans, pour Wow. fonder on va dire, une des premières agences de com. Je dis une des premières parce que c'est un pays qui avait été sous dictature militaire pendant 40 ans. Donc, au moment où on arrive sur place, il n'y a pas encore toute cette émulation autour de la créativité. Il y a néanmoins plein de profils très créatifs, il y a plein de marques et puis il y a surtout un marché. Et on a créé donc une agence de com qui a accompagné des marques, surtout des marques internationales, puisque c'est aussi avec l'ouverture du pays que les grandes marques internationales sont arrivées, avaient besoin de communiquer et on était là pour du coup les accompagner à le faire. Nous, avec donc mes associés au début, et puis ensuite l'équipe a grandi. On s'est entouré de personnes extraordinaires qui nous ont clairement enrichis. C'était notre première expérience professionnelle. Donc, c'était aussi hyper intéressant de se découvrir au début entrepreneur, très opérationnel, puis ensuite manager. Et à la fin, on était une équipe de 120 personnes. Donc, ça commençait à faire Wow, finalement bravo. vraiment une belle équipe à gérer. Et puis aussi de se structurer en conséquence. Donc voilà, ça c'était avant le Web3. Ok, mais alors la première question qui me vient, c'est pourquoi la Birmanie? Alors la Birmanie, c'était un pays qui était en train de s'ouvrir. Avec mes Ouais. associés, on était dans la volonté d'aller créer quelque chose sous finalement le format d'entrepreneur. Et pour ça, on s'est dit qu'un pays qui n'avait pas forcément déjà vécu toute cette émancipation on va dire, des réseaux sociaux, de la communication pour les grandes marques, c'était peut-être le bon terrain de jeu pour nous. Donc c'est vrai Wow. qu'on a finalement vu l'opportunité de faire notre première expérience dans un pays qui était en voie de développement. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé. En tout cas, jusqu'à ce qu'on reparte. Wow, impressionnant. Et du coup, tu es resté combien de temps? On est resté plus de 8 ans et on a dû partir forcé contraint parce qu'il y a eu un coup d'État le 1er février 2021. Donc les Wow. militaires ont repris le pouvoir et c'était le début de la fin pour nous. On a décidé du coup de rentrer en Europe, d'abord en France et puis ensuite de s'installer, mais on pourra revenir sur le parcours qui nous a rapprochés du Web3. Non sans finalement conséquences, parce que c'est quand même triste de mettre un terme à près de 10 ans de ta vie en un claquement de Tellement. doigts, de tout laisser ce que tu as construit sur place, et puis surtout de quitter l'équipe que tu as finalement pu rassembler et fédérer autour de toi. Faut savoir que quand tu as 120 personnes dans ta société avec lesquelles tu passes ton quotidien, bah, ça devient ta famille. Tu en es très proche, surtout quand tu as commencé finalement de zéro. Et au final, il a fallu faire une sorte de transition et ça n'a pas été facile, mais on a, je crois en tout cas, pris les bonnes décisions par rapport à ça, puisque aujourd'hui, l'activité qu'on avait développée sur place continue d'exister, persiste avec Trop bien. deux nouvelles directrices, donc deux personnes de notre équipe qui se sont portées volontaires pour reprendre le projet, qu'on a accompagné dans cette phase de transition pour qu'elles deviennent, elles, justement, les têtes de ce projet-là. Et elles le font très bien et on est, très admiratif et hyper content de savoir que le projet continue. Impressionnant. On voit quand tu expliques ça que tu es vachement early parce que faire ça il y a 8 ans, aller se Ouais. lancer dans ce pays-là,
Franchement, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'auraient fait. Bravo à toi. Mais on voit que tu as cette fibre early. C'est pour ça aussi que tu es dans le Web3. C'est que tu aimes bien peut-être être en avance sur les gens. Oui, Mais c'est défricher impressionnant. effectivement les terrains, les nouveaux terrains. Je pense que ça fait partie de ce qui nous anime. Quand on définit les valeurs, alors on a nos valeurs personnelles, mais quand on s'associe, c'est important de définir les valeurs en commun. Et donc, du coup, ça devient les valeurs de notre société ou en tout cas de l'association à travers laquelle on crée ces projets. Et c'est vrai qu'on a souvent associé à nos initiatives la valeur de l'exploration, explorer des nouveaux territoires autant géographique que effectivement industriel avec le Web3. Ok. Et donc, du coup, maintenant qu'on parle un petit peu de Web3, tu es allé directement sur l'écosystème Web3. Tu avais déjà des intérêts quand tu étais là-bas sur l'écosystème Web3 ou c'est en rentrant peut-être en Europe que tu t'es dit, tiens, il y a un nouveau marché, c'est le Web3. Maintenant que, entre guillemets, je ne peux plus faire ma première activité, je me lance dans une autre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les origines qui t'ont lancé dans le Web3? Avec plaisir. Il y avait probablement deux portes d'entrée au Web3. La première, c'est d'un point de Ok. vue totalement personnel, que ce soit moi ou mes associés, on s'est retrouvés à s'intéresser à tout ce qui était crypto. Forcément, au Ok. moment où, comme on n'était pas si early que ça, on a attendu 2017-2018 pour s'y intéresser. Et Déjà arrivé. forcément, on a suivi ça en marge de nos activités. Néanmoins, étant dans un écosystème autour de la communication, du marketing, du digital, c'était des choses qu'on suivait. Mais Mhm. la deuxième porte d'entrée qui a concrétisé finalement donc la création de BEM Builders, c'est plutôt le prisme marketing. Quand on est, quand on était à se poser la question de la suite de notre activité, l'univers vraiment immersif, que ce soit pour les expériences de marque, que ce soit pour les campagnes publicitaires, ça nous parlait. Ça existait Ouais. déjà, ça existait dans des univers gaming, non pas Web3, mais beaucoup plus à beaucoup plus grande échelle, puisque les plateformes comme Minecraft, effectivement, existaient déjà. Et puis, finalement, on a vu l'opportunité de venir faire ce qu'on a toujours fait donc pour les marques sur ces univers immersifs. Et c'était au moment de cette espèce de médiatisation autour du terme métaverse. Et c'était pour nous finalement assez clair que les expériences gamifiées allaient devenir les nouvelles expériences de marque. Donc on a sauté le pas et c'est comme ça qu'on en est venu à créer BEM Builders. Donc la deuxième porte d'entrée, c'est ce qui a vraiment été à l'origine de la création de BEM Builders. C'était en 2020. C'était quelques mois avant qu'on rentre en France. En 2021, en avril, on décide de créer officiellement BEM Builders et d'accompagner nos premiers clients. Waouh, ok, bravo. Bah, donc, on voit vraiment cette vision globale que tu as eue, générale, en te disant, ok, je crée ma société, je la développe, mais mon objectif de base reste le même, c'est-à-dire la communication, le marketing, enfin, ce que je faisais avant, sauf que je rajoute une couche de technologie qui va être le futur. Donc là, même si tu dis 2017, je ne suis pas très early, bon, je peux t'assurer quand même 2017, tu étais early. Il n'y a pas beaucoup de gens qui avaient cette vision-là. 2021, lancer ta société, tu étais aussi early. Donc vraiment, bravo à toi. Quels ont été les principaux défis quand tu as commencé à te lancer? C'est la connaissance des acteurs que tu démarchais qui ne connaissaient pas encore l'écosystème métaverse? Est-ce que c'était tout simplement le Web3 qui faisait encore peur? Quels étaient tes premiers défis à la création de ta société? Bah, tu as raison, les acteurs, en tout cas ceux qu'on vise, qui sont les marques, étaient pas forcément hyper conscients des tenants et des aboutissants de cet écosystème qui, encore une fois, est en formation. Et à cette époque, mais encore aujourd'hui, je pense que tu as eu pas mal d'invités sur ce podcast, tu as eu de nombreuses discussions. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on est encore sur un marché en formation. Les choses se Totalement. définissent, les choses avancent. J'étais la semaine dernière, alors là, on enregistre aujourd'hui début juin, mais la semaine dernière, il y avait à Lisbonne le NFC Summit, hein, la NFC Lisbonne, organisée par John Carp, qui est un événement vraiment autour des NFT, et puis aujourd'hui qui s'ouvre à d'autres activités, mais qui montre bien que les choses évoluent à une vitesse dingue. Donc, à l'époque, en tout cas il y a 3 ans, quand on commence à commercialiser notre service de création d'expériences dans les mondes virtuels, qui plus est décentralisé, puisque le terme métaverse est associé grandement à un univers décentralisé, il faut éduquer. Il faut éduquer il faut éduquer l'écosystème. En tout cas, il faut Mhm. éduquer notre cible. Donc, il faut évangéliser, il faut expliquer
comment tout ça se construit, quelle est la technologie derrière, ce qu'elle va permettre, les opportunités possibles. Et donc, on fait beaucoup de conférences, de workshops, de discussions avant même de créer. Puisque c'est normal, mais quand tu as un département marketing, un département inno ou un département au sein d'une marque, qui plus est une marque grand compte, puisque on va peut-être revenir sur notre catalogue, mais on a énormément de clients qui font partie finalement du CAC 40, qui ont des départements très structurés, qui ont des attentes très précises, qui ont aussi besoin de rendre des comptes. Et donc, on ne peut pas tout simplement dire faisons des choses parce que on a vu passer un tweet sympa. Non, il faut que ce soit structuré, il faut surtout expliquer dans quel contexte ça sort. Et donc, effectivement, une des premières, je ne peux pas dire que c'est une contrainte, puisque ça a été au contraire un moment où les marques étaient vraiment dans la volonté de faire des choses, de ne pas sentir un peu ce qu'on appelle le FOMO, qu'elles étaient dépassées et que leurs concurrents allaient le faire, donc elles voulaient y aller, mais il a fallu, avant de faire les choses, quand même leur expliquer et essayer d'être le plus finalement clair possible dans notre explication de ce nouvel écosystème qui était finalement assez abstrait, qui pouvait faire peur, qui pouvait être associé à un côté très spéculatif, parce que la crypto-monnaie n'avait été jusqu'à date que médiatisée telle qu'elle. Et puis, s'en est suivi les annonces de Meta, qui, courant 2021, parle de renommer son entreprise Facebook en Meta. Donc, gros buzz sur le terme métaverse. Nous, on venait d'en parler d'un côté décentralisé, mais là, ça devient centralisé. Enfin, il y avait aussi un peu un fourre-tout très tourné autour des strass et des paillettes, mais en même temps, qui pouvait faire peur, je pense, et qui, en tout cas, devait être expliqué de manière très rationnelle à nos clients. Ouais, donc le début, c'était surtout une grosse partie éducation, compréhension de Ouais, l'écosystème, évangélisation, ouais. surtout pour ces gros acteurs, ça doit pas être facile et d'où l'objectif d'aller participer à plein d'événements, plein d'endroits où tu peux justement promouvoir ton activité. Comment tu arrives à expliquer à eux l'importance de créer des solutions immersives, de créer des solutions de marketing dans le métaverse? Comment tu leur expliques? Quels mots tu utilises? Et comment tu arrives à leur expliquer l'impact que ça aura sur leur marque, justement dans cette phase éducation? Avant de répondre, si tu es OK, je propose de peut-être définir ce terme métaverse, parce que Allez, ça va go. expliquer, je pense, encore plus l'importance de considérer la présence d'une marque et d'ailleurs d'autres acteurs, parce que ma vision ne s'arrête pas à la présence de la marque. En tout cas, j'ai la certitude que demain, on sera tous présents dans ces univers virtuels beaucoup plus qu'aujourd'hui, comme une évolution naturelle de notre présence sur Internet. Effectivement, pour les marques, ça nécessite de considérer plusieurs critères, mais du coup, avant même effectivement de leur expliquer, ce que je définis, c'est le terme métaverse. Donc, pour moi, et ça ne tient qu'à nos activités, puisque j'imagine que si tu demandes à 3 personnes de définir le terme métaverse, tu auras 3 C'est descriptions différentes. Mais en tout cas, possible. nous, ce qu'on considère être le métaverse, c'est un univers virtuel qui peut être décentralisé ou centralisé. On va revenir sur la distinction entre les deux juste après, et qui, effectivement, devient un espace sur lequel l'être humain, est représenté par un avatar, par exemple, et qui nous permet d'interagir socialement, de venir s'éduquer, se divertir, jouer, sur le côté commerçant, venir vendre ou acheter des choses. Et finalement, c'est une sorte de projection de ce qu'on connaît et dans le monde physique ou sur les réseaux sociaux, mais de manière beaucoup plus spatiale et immersive. Ça, c'est tout simplement ce que j'appelle le métaverse. Donc, il ne faut pas avoir une description trop complexe. Il faut juste considérer que, effectivement, c'est une évolution dont on a déjà expérimenté certaines formes, puisque si je te raconte ça de cette manière-là, tu peux déjà te dire, oui, finalement, les Sims ou Second Life, pour ceux qu'on C'était connaît, pareil. c'était déjà ça. Oui, moi, je pense que c'était les prémices de ce qu'on appelle le métaverse. Mais il y a une grande distinction entre ce qu'on a pu voir sur des films comme Ready Player One ou ce qu'on a pu lire sur d'autres bouquins dystopiques ou de science-fiction en général, c'est qu'on a parlé d'un métaverse, or aujourd'hui, il existe des plateformes. Et ces plateformes-là, effectivement, le jour où elles seront toutes connectées entre elles, deviendront ensemble le métaverse. Donc, finalement, le métaverse, ce serait un peu perturbant de dire qu'il n'existe pas, mais finalement, il faut force est de constater
il n'existe pas tel quel. Aujourd'hui, il y a plein de plateformes qui sont des micro-métaverses qu'on pourrait tout simplement qualifier de mini-univers indépendants. Voilà, donc nous, on expliquait déjà ça. Et pour répondre à la question de, effectivement, pourquoi c'est important, bah, comme ce sont les nouveaux réseaux sociaux, les nouveaux sites e-commerce, les nouvelles plateformes éducatives, bah, on peut imaginer que l'importance pour la marque d'être présent, de connecter à la cible qui l'utilise, je le vois bien. Je prends l'exemple de mon petit frère qui, quand on lui offre une paire de baskets à son anniversaire, est content, mais quand on lui offre un skin pour un jeu vidéo comme Fortnite et encore plus excité, je comprends bien que l'importance de son apparence dans le monde virtuel est presque supérieure à ce qu'il accorde comme apparence dans le monde physique. Et Ouais, donc, totalement. c'est aussi un côté générationnel. La gène Z, la gène alpha, c'est une génération qui est native de ces écosystèmes. Et du coup, elle accorde autant d'importance parce que finalement, elle ne crée plus cette distinction. J'adore l'anecdote, c'est Keanu Reeves qui en parle, l'acteur de Matrix, qui vient d'écrire le film à une classe de primaire qui probablement ne regardera pas Matrix parce que c'est un film déjà rétro pour eux. Et il décrit ça comme, bah voilà, c'est quelqu'un qui est à la fois dans le monde virtuel et à la fois dans le monde physique. Et puis à un moment donné, on lui propose de prendre une pilule. Il est dans le flou, il ne sait plus trop dans quel monde des deux il est. Et voilà, il est un peu dans le questionnement. Et il y a, une des élèves qui lève la main, qui demande mais pourquoi. Et pourquoi quoi? Mais pourquoi il a besoin de savoir s'il est dans le réel ou dans le virtuel? Et en fait, à ce moment-là, Keanu Reeves dit mais j'ai réalisé ô combien la distinction entre les deux était plus Ouais, finalement important parce qu'il n'y a pas une opposition entre les deux. D'ailleurs, dans la terminologie, on ne dit pas monde réel et monde virtuel, on dit monde physique et monde virtuel, mais les deux ensemble, ça forme le monde réel. On ouais, est c'est quand clair. même dans le réel quand on est dans le virtuel, puisque c'est nous, notre avatar, dirigé par notre souhait. Et c'est là où c'est important de considérer que le métaverse, c'est pas en opposition au monde réel, c'est tout simplement un canal, un univers, à l'instar des réseaux sociaux aujourd'hui, dans lequel on va passer du temps, dans lequel les plus jeunes générations vont passer encore plus de temps, c'est vrai. Il ne faut pas que ça fasse peur. Il faut au contraire, nous, les plus vieux, alors si on est parents ou si on a en tout cas des jeunes qui nous entourent, il ne faut pas qu'on soit en opposition à ça. Il faut au contraire, je pense, qu'on puisse comprendre et qu'on puisse justement venir maîtriser ces sujets-là pour y apporter plus de rigueur, comme par exemple le temps d'écran, comment bien se comporter dans ces mondes-là. Je pourrais te parler de certains projets qui en parlent très bien, parce qu'on a fait des belles campagnes pour lutter contre le cyberharcèlement récemment. Bravo, Et c'est bravo. hyper important. Mais voilà, aujourd'hui, il faut considérer, désolé, je te tunnelise là depuis 10 minutes, mais, C'est mais c'est parfait. vraiment Merci. important de considérer que l'importance de croire finalement à la viabilité de ces mondes-là passe aussi par la présence de ces jeunes générations dessus comme un univers qui fait partie de leur quotidien. Voilà. Et il n'y a pas une lubie, il n'y a pas un fantasme, ça fait juste partie de leur quotidien, comme aujourd'hui Instagram fait partie de notre quotidien, ou la cour de récréation a fait partie de notre quotidien, continue de faire partie de notre quotidien. C'est juste un nouvel espace où interagir socialement. OK, bravo. Merci pour l'explication. Tu vulgarises super bien. Non, c'est vrai, hein, bravo, parce que c'est pas le cas de tout le monde, hein. Tu sais comment c'est, hein, l'écosystème Web3, on a des gros techs. Souvent, la vulgarisation, c'est pas leur point fort. Bien au contraire, si les gens ont encore du mal à s'accrocher au Web3, c'est que c'est encore souvent trop tech et que les gens, ils mettent plus en avant la tech que le use case. Et là, toi, tu mets plutôt en avance le use case, donc tu permets d'expliquer aux gens l'avantage et tout ça. Tu expliques super bien, bravo. Avant d'arriver sur les projets que vous avez faits et avec quels partenaires vous avez déjà travaillé, parce que c'est quand même une liste qui est assez énorme, est-ce que tu peux nous faire une liste des services que tu proposes? C'est-à-dire que si je viens te voir ou si j'ai envie de venir travailler avec toi, quel service je peux m'attendre à recevoir? Avec plaisir. On essaie d'apporter de la valeur sur toute la chaîne de production. On commence par, on en a parlé, évangéliser, éduquer, avant même de se lancer dans ces mondes virtuels, qui plus est gamifiés. C'est important d'en comprendre les codes, de réfléchir à la manière dont on peut finalement apporter et une présence et de la valeur, parce que le tout n'est pas de faire un effet de buzz quand on va dans les mondes virtuels. Beaucoup ont surfé dessus, hein, on parle de, quand je te parlais du début de notre activité, c'est à peu près coordonné sur le moment où les médias en parlaient le plus, mais parfois sans faire vraiment sens.
on entendait telle marque est arrivée dans le métaverse, telle marque a lancé son service dans le métaverse, puis on se retrouvait dans un espace qui était, alors, je peux peut-être faire une digression sur la partie architecturale parce que ça fait partie de notre métier, mais on se retrouvait dans un espace qui était une copie conforme d'un bureau de la marque dans le monde virtuel. Et ça nous faisait sourire parce que, effectivement, quand on comprend l'univers du monde virtuel, on comprend aussi sa distinction technologique, la manière dont on navigue dans les mondes virtuels. Je prends un exemple, la gravité qui nous impose dans le monde physique à se déplacer en étant finalement cloué au sol nécessite pour aller en hauteur de prendre des escaliers, par exemple. Mmh. Mais dans le monde virtuel, tu n'as plus de gravité. Tu peux sauter très haut, tu peux même voler sur certaines plateformes. Donc, naturellement, tu vas être attiré par un déplacement en utilisant des fonctionnalités qui sont assez folles par rapport à ce qui est impossible dans le monde physique. Donc, forcément, créer un espace à étage avec des escaliers dans le monde virtuel, ça ne fait aucun sens puisque tu sais que tu peux voler. Donc, tu vas plutôt créer un espace où l'étage va être accessible par l'ouverture, par le toit, pour du coup voler et permettre à la personne de venir naviguer dans les airs. De la même manière que tu n'es pas fatigué dans le monde virtuel, puisque tu n'as pas le ressenti de l'épuisement, de finalement la conséquence de bouger. Donc, comme il n'y a pas tous les sens d'activer, tu dois aussi considérer ça. Donc, on a vu des espaces où la marque était très fière d'annoncer son arrivée dans le métaverse et puis elle faisait une copie conforme d'un bureau où elle accueillait des clients avec des canapés, Ouais. avec des escaliers. Et effectivement, ça nous fait sourire parce que c'est dommage de… Et encore une fois, on ne va pas leur reprocher. Quand tu n'as pas fait l'étude, effectivement, de l'univers, et ça me permet aussi de parler de l'association avec donc mes 5 cofondateurs. Je t'ai parlé de mon expérience en Birmanie. On était 3. Au moment de la création de BEM Builders, on s'est créé à 6 au total. Donc, j'ai Waouh! 5 cofondateurs. Mes 2 cofondateurs de l'époque de la Birmanie, Marc et Thibaut. Et puis ensuite, avec Paul, Adrien et Quentin, on a créé BEM Builders. Et dans cette association, on a aussi retrouvé l'expertise, notamment de l'architecture. Adrien, qui est architecte d'intérieur de formation, a cette connaissance et cette conscience du déplacement, des espaces. Et donc, c'était très important aussi de considérer les critères, les features d'un univers virtuel pour justement adapter la navigation. Et là, on se penche du côté gaming qui n'ont pas attendu les créations du métaverse décentralisé et centralisé pour venir montrer leur expertise. Non, ça fait longtemps que dans les jeux vidéo, on repense cette navigation-là. Mais du coup, pour une présence de marque dans un univers, pour la définition d'un espace, si tant est que la marque souhaite avoir son propre espace, il fallait penser à ça aussi. Donc voilà, donc ça c'est juste pour faire la digression sur comment on a expliqué tout ça à ces marques-là avant même qu'elles se lancent. Et donc ça faisait partie de notre service d'accompagnement. Une fois qu'on avait bien expliqué, on a pu produire. Et donc là, c'est notre deuxième service, c'est la création d'une expérience, d'une marque dans un monde virtuel, qui plus est gamifié, parce qu'aujourd'hui, ce sont vraiment ces univers-là qui attirent le plus de monde. Et donc là, ça passe par la création des assets, les assets 3D. Comme on le sait, on parlait du jumeau numérique tout à l'heure. Quand tu es une marque de mode, effectivement, tu prends conscience que l'utilisateur dans les mondes gamifiés va vouloir se vêtir, mais va peut-être pas vouloir porter les mêmes choses qu'il porte dans le monde physique. Il va peut-être vouloir porter des choses beaucoup plus associées à ses fantasmes qui finalement peuvent s'affranchir de certaines contraintes. Va peut-être vouloir avoir une apparence qui n'est pas la sienne dans le monde physique, mais parce que là, il peut jouer dessus. Va peut-être vouloir avoir ce qu'on appelle des wearables, donc du terme wear, donc qui se portent, et effectivement, va peut-être vouloir porter des choses qui ont des fonctionnalités autres que juste l'apparence. Ça peut être génial de savoir que la paire de baskets que tu portes dans un monde virtuel te permet d'aller plus vite ou de sauter plus haut. Parce que, et là on reprend les codes du gaming, mais ça peut avoir cette utilité-là. Ou est-ce que ton wearable te permet d'accéder à un espace privé seulement aux personnes qui détiennent ce wearables. Donc, il faut aussi penser à la fonctionnalité. Ça me permettra, si tu veux, on peut aborder le sujet du côté décentralisé juste après. Mais en tout cas, ça permet justement de donner une fonctionnalité à la propriété. Donc, créer des assets, créer des expériences avec des quêtes, avec des parcours usagers, mettre la marque en avant là-dessus, c'est notre métier. J'ai envie de dire, c'est notre métier principal. C'est notre deuxième service, mais c'est notre métier principal. C'est ce qu'on fait au quotidien. Et puis ensuite, il y a la partie plus promotionnelle, parce que ces expériences-là,
elles ont besoin d'être mises en avant auprès des bonnes communautés. Ces communautés-là qui se rassemblent souvent sur des univers en marge. Donc, ça va être par exemple sur Discord. C'est des communautés qui ne vont pas forcément sur les réseaux sociaux plus classiques, LinkedIn ou Instagram. Elles vont se retrouver sur Discord, elles vont dialoguer là-dessus. Et donc ça, c'est hyper important. C'est aussi de pouvoir promouvoir ces expériences aux bonnes communautés, fédérer les communautés de la bonne manière autour des bons canaux et peut-être même d'impliquer des influenceurs, mais propices à finalement cet écosystème. Et donc tout ça, c'est une partie promotionnelle. Elle peut se faire en marge de l'expérience, mais elle peut aussi se faire in-game. Promouvoir une marque dans une expérience qui attire des milliers, voire même parfois des millions d'utilisateurs, c'est finalement un plan média. À l'instar de l'installation du mobilier urbain de JC Déco en France, bah, tu peux avoir la même chose dans le monde virtuel où ta marque est promue auprès d'une communauté qui joue sur une plateforme déjà existante. Donc, on va dire la partie consulting, où on vient définir une stratégie, la partie production, on vient produire le contenu pour la présence de la marque, et la partie finalement promotionnelle, où on vient communiquer autour de cette expérience. Ah ouais, très complet. On voit que tu es un peu le couteau suisse. Tu fais vraiment tout. C'est-à-dire que si on rentre chez toi, on est sûr d'avoir le meilleur service. Comment on te contacte? C'est quoi le meilleur moyen pour te contacter la boîte? C'est le site internet? Si on veut te contacter, comment ça se passe? Alors, nous, on a notre site internet qui permet de retrouver nos use cases, les différents projets qu'on a fait pour différentes marques, qui permet aussi effectivement d'en savoir un peu plus sur nos services. Donc là, c'est plutôt notre vitrine. Moi, personnellement, effectivement, j'essaie d'être actif, notamment sur LinkedIn, qui est un réseau social plus professionnel. Et tu l'auras compris, c'est important pour moi. J'ai le rôle dans cette association avec finalement mes associés d'être plutôt sur la partie opérationnelle et commerciale, donc d'être en lien avec les clients. Et donc, c'est aussi comme ça qu'on peut partager nos nouveaux projets, entrer en contact avec les personnes qui s'intéresseraient à ça. Et puis après, effectivement, il y a beaucoup d'événements qui rassemblent ces communautés-là. Et j'essaye aussi d'y être, soit parce que j'ai des prises de parole, soit parce qu'on a un espace, que ce soit NFT Paris cette année ou NFC Summit dont on vient de parler. On est présent. Alors, dans la mesure du possible, si c'est un événement en France, c'est pratique. Si c'est à l'étranger, il y a plusieurs considérations, mais effectivement, c'est parfois pas toujours facile de s'y rendre, ou par volonté ou par malheureusement possibilité. Mais on essaye d'être présent parce que c'est aussi une manière de soutenir l'écosystème. C'est une manière pour nous de pouvoir continuer d'échanger, de rencontrer des nouveaux acteurs. Donc voilà, notre site internet, mon LinkedIn, ou effectivement sur des événements qui rassemblent ces communautés-là. Bon, ça marche. Dans tous les cas, vous voyez tous les liens là tout de suite sur la partie vidéo, et pour les gens qui écoutent le podcast, dans tous les cas, on mettra tous les liens de Neil en description du podcast pour que vous puissiez le contacter le plus facilement possible. Neil, est-ce que tu peux nous faire 2-3 intros, ou plutôt 2-3 explications de sociétés que tu as accompagnées, celles qui sont bien sûr confidentielles ou non confidentielles, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu des sociétés que tu as accompagnées? Bien Parce que sûr, ça, c'est quand même une grosse carte de visite pour toi, c'est important de le mettre en avant. Ah ouais. Ça va être fait avec plaisir. Je te propose, à chaque fois, je fais des petits préambules. Vas-y, go. Ça permet de vraiment d'apporter les bonnes bases. Je te propose déjà de t'expliquer les différents projets sur la base, on en a un petit peu parlé, on va dire, du côté décentralisé et centralisé. Comme je t'en ai parlé, crée-nous des expériences pour les marques sur les univers virtuels. Ces univers virtuels, on peut les distinguer par leur connexion à notre sujet du jour, qui est le Web3, donc la technologie de la blockchain, et donc effectivement le côté décentralisé ou non. Les plateformes dont on a parlé qui sont décentralisées, ce sont celles qui permettent à une marque de détenir son terrain, à un utilisateur de détenir son propre NFT, donc son asset, que ce soit un asset de jeu, un asset d'apparence, et effectivement de pouvoir échanger tout ça de manière authentifiée par la blockchain. Ça permet aussi une traçabilité, ça permet aussi de constituer une base de données, parce qu'on est capable d'avoir effectivement, tu connais ça très bien, mais l'ID de ton wallet. Et donc, il y a un côté effectivement aidé par la technologie
pour amplifier l'expérience. Mais il y a plein d'autres plateformes qu'on appelle des plateformes virtuelles également, gaming aussi, qui ne sont pas décentralisées, qui sont centralisées et qui accueillent énormément de joueurs. Tout le monde a forcément entendu parler de Fortnite ou Roblox ou Minecraft, et on peut vraiment considérer que ces espaces-là sont aussi ce qu'on a appelé tout à l'heure des mini-univers, des mini-métaverses, puisque ce sont des plateformes qui accueillent du monde sur lesquelles les gens interagissent, partagent, jouent, s'éduquent, etc. Pour la discussion du jour, je pense que c'est important de se concentrer sur la partie décentralisée. Donc, je vais te parler de plusieurs expériences qu'on a fait sur des plateformes décentralisées. Une des plus connues de l'écosystème, et qui plus est parce qu'elle est française, donc on est assez fiers, c'est The Sandbox. The Sandbox, qui est un monde virtuel qui s'est créé il y a plusieurs années, qui a aujourd'hui un état de développement alpha, donc elle n'est pas encore révélée dans sa forme finie, mais effectivement, elle est déjà hyper complète parce que elle est déjà basée sur une blockchain, donc Ethereum, avec le layer 2 Polygon qui permet un fonctionnement le plus grand public possible dans cet écosystème. Elle permet effectivement à une marque, en tout cas concernant mon activité, mais pour tout acteur qui souhaite devenir acquérir un terrain et déployer sur ce terrain-là, déployer des expériences composées de quêtes, soit en multijoueur, soit en solo player. Dans ces univers-là, créés par la marque, de pouvoir y ajouter donc des quêtes, de pouvoir vraiment customiser son environnement. On est sur une direction artistique voxelisée. Ce qu'on appelle donc le voxel, c'est le pixel 3D, un peu comme Minecraft, si je dois comparer à des plateformes qui sont connues depuis plus longtemps. Et donc, ce voxel-là donne une impression un peu rétro gaming, à la Mario de notre temps. Je dis notre temps parce qu'effectivement, quand je vois aujourd'hui l'âge que j'ai, ce que j'ai connu des jeux vidéo et de ce qui existe aujourd'hui, voilà, effectivement, je jouais aussi à ça. Et du coup, c'est intéressant parce que effectivement, du fait d'être basée sur la blockchain, elle permet toutes les features qui sont intéressantes dans le gaming, notamment le fait de pouvoir limiter l'expérience de jeu à des personnes qui détiendraient certains assets. La possibilité de venir personnaliser ces assets, de pouvoir venir les échanger, de pouvoir venir y donner ce qu'on appelle de la scarcity, un ratio entre la rareté et l'usage. Une possibilité aussi, de par la marketplace The Sandbox, de pouvoir effectivement retrouver plein d'assets, les mettre en vente, les acheter, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de fonctionnalités qui sont permises grâce à la blockchain et qui permettent du coup de faire une expérience la plus complète possible. Une expérience que l'on a faite il y a quelques années, qui a été une expérience très médiatisée, c'est pour ça que j'aime en parler, parce que les gens vont pouvoir vite retrouver tout ce qui a été fait en allant chercher sur Internet, c'est la campagne des NFBs. NFBs, c'est le lien entre le terme NFT, donc NFT en anglais, et les bees, donc les abeilles. Vous êtes toujours sur la chaîne de Token Talkers et ce message est sponsorisé par Urus. Vous avez une entreprise et vous êtes débordé par les tâches répétitives. Vous devez communiquer avec vos clients, mais cela vous prend trop de temps. Nous, chez Token Talkers, nous utilisons tout simplement Urus. Ils nous ont permis d'automatiser tout ce qui était possible pour nous permettre de se focaliser sur les tâches à fort impact pour notre croissance. Ils sont aussi leaders dans la création d'IA haut de gamme pour automatiser vos conversations. Ça, c'est tout simplement idéal pour gérer vos messages, préparer vos deals ou même organiser des rendez-vous sans effort. En gros, c'est comme si vous aviez une assistante virtuelle, mais en mieux. Si vous êtes un CEO, c'est vraiment parfait pour vous. En venant de la part de TT, vous bénéficiez de 10% de réduction sur tous les services. En plus, vous réservez un atelier en ligne gratuit avec la team pour découvrir les points de douleur de votre entreprise, explorer les solutions IA et d'automatisation sur mesure. Testez l'agent Urus avec le lien qui est dans la description. Merci également de soutenir Token Talkers et merci à Urus pour ce partenariat. Un peu de background à cette campagne. Carrefour, depuis longtemps, lutte pour préserver l'écosystème des abeilles. Il faut savoir que Carrefour reste ni plus ni moins qu'un grand marché qui vend des fruits et des légumes, plein d'autres produits certes, mais les fruits et les légumes, on le sait, existent de par la pollinisation des fleurs par les abeilles. C'est comme ça que ça donne naissance à des fruits et à des légumes. Bon, là, c'est un peu de SVT. Mais Carrefour, finalement, quand tu sais que l'écosystème des abeilles, l'espèce des abeilles sont menacées de disparition, tu dois aussi apporter ta pierre à l'édifice pour lutter et les préserver.
Et donc, quand ils nous ont approchés, la question s'est posée de comment les mondes virtuels pouvaient participer à ça. Et donc, on a construit une expérience en plusieurs temps. Première étape, c'était de créer ce qu'on appelait des NFBs, donc une abeille qui aurait fusionné avec une catégorie de fruits et de légumes, donc par exemple l'abeille fraise, l'abeille citron, l'abeille poire, etc., qui donnait naissance à un petit asset hyper mignon, voxelisé, une petite peluche virtuelle avec laquelle finalement tu prends plaisir, soit alors déjà dans un premier temps de la voir et puis ensuite de pouvoir jouer avec. Donc je vais venir sur le temps 2 et le temps 3 de la campagne, mais donc déjà de créer cette collection-là, on a créé donc sous une catégorisation de 15 petites espèces des milliers d'abeilles qui ont été effectivement mises en vente. Mises en vente pour qu'effectivement une communauté qui aurait envie de participer à ce projet-là puisse venir le soutenir avec un don. Donc, on a vendu ces abeilles-là et avec la communauté qui a fait l'acquisition, à peu près de 3000 personnes, on est venu rassembler ces personnes-là sur un serveur Discord. Donc là, on parle d'un espace sur lequel les gens, surtout de l'univers gaming et Web3, aiment venir échanger. Je pense que les personnes qui nous écoutent ont déjà entendu parler de Discord, sont soit sur un serveur déjà existant, soit commencent à comprendre que beaucoup de choses se passent en plus de Twitter sur Discord. Donc, on est venu rassembler cette communauté sur Discord et venir les impliquer dans nos discussions. On les a fait participer à la création de nouvelles abeilles, donc d'une suite de collections. Donc, c'est eux qui l'ont dessiné effectivement pour aboutir à la collection finale. Et puis, c'est aussi eux qui ont participé à la création de l'expérience qui allait sortir 6 mois plus tard dans The Sandbox. Une double expérience en réalité, que c'était une expérience qui avait pour but, pour la première partie, de venir éduquer au sujet de la situation des abeilles, et une deuxième expérience beaucoup plus gamifiée pour aussi faire plaisir à l'audience native de The Sandbox, qui est une audience hyper tournée vers le gaming. Et donc, c'est la communauté qu'on a impliquée, c'est avec eux qu'on a défini les sujets, les quêtes, le parcours, etc. Donc, c'était communautaire. Et ça, c'est un terme qu'on retrouve beaucoup dans le Web3, c'est qu'on parle de communauté. Et déjà là, on voit la différence entre une activation classique d'une marque à sens unique et ce qu'on vient de faire. La marque n'est plus finalement à décider pour la communauté de ce qu'elle va lui proposer, elle est à impliquer la communauté qui, elle, décide de ce qu'elle souhaite retrouver comme expérience. Et c'est comme ça qu'on a fédéré la communauté. 6 mois plus tard, l'expérience est sortie. L'expérience, donc la double expérience, on a engagé énormément de monde, on parle de 47 000 personnes qui s'est retrouvée dans l'expérience, qui a passé en moyenne 1 heure à jouer sur l'expérience. Donc là encore, je vais faire à chaque fois le parallèle avec les marques, mais avoir ta marque présente dans une relation de divertissement pendant 1 heure avec la cible, c'est énorme. C'est génial. Ah ouais. Cette expérience-là, elle était géniale puisqu'elle permettait, en tant qu'apiculteur version transformer futuriste, de plonger dans un univers et de venir vivre un parcours qui, en plus d'être gamifié, donc hyper engageant, tu navigues comme un jeu à la Zelda, en plus de ça, de lutter contre des menaces qui étaient directement associées à notre sujet du moment, c'est-à-dire les menaces du monde physique, les vagues de chaleur, les pesticides, le frelon asiatique, etc. Donc en fait, tu te battais contre des menaces qui étaient les vraies menaces pour l'écosystème des abeilles, mais dans le monde virtuel. Et donc, en même temps, tu apprends des choses. Et voilà, et donc effectivement, il y a une notion d'éducation en parallèle. Et c'était très important pour nous. Cette campagne-là, elle a été très engageante. Je t'en ai parlé du temps passé, mais elle a aussi été hyper engageante sur les réseaux par la communauté. On a eu 7000 commentaires au moment de l'annonce de la sortie par The Sandbox sur Twitter. 7000 personnes sont venues venir commenter soit ce qu'ils en pensaient, soit après l'avoir joué, faire leur retour, etc. Mais 7000 commentaires, c'est énorme sur ce type d'expérience. Et on a été finalement hyper content de voir l'engagement de la communauté, qui plus est, puisque cet engagement-là était directement corrélé à ce qu'on appelle un price pool. On le retrouve aussi souvent, ce terme, dans les expériences Web3, où l'engagement de la communauté vient délivrer un price pool, donc soit une cagnotte enrichie d'argent, de crypto ou même de gains divers et variés. Là, pour le coup, nous, c'était du Sand. Donc, le Sand, c'est le token de The Sandbox
donc le nom de ce token-là. Et The Sandbox, effectivement, avait mis en place un prize pool enrichi effectivement par l'engagement de la communauté. Et donc, la communauté, de par son engagement, a pu délivrer un prize pool d'environ 100 000 euros. Au final, ça représentait 100 000 euros. À l'époque, avec un nombre de cents et dont le taux de conversion en fiat, donc le rapport de ce que le nombre de crypto correspondait en euros. Ces 100 000 euros-là ont été donnés à la Fondation de France. La Fondation de France, c'est une association qui aide justement à travers différentes initiatives à lutter, notamment avec le Bifend, pour préserver l'environnement des abeilles. Ces 100 000 euros ont permis de faire l'acquisition dans le monde physique d'un terrain pour une apiculture raisonnée, de matériel pour les apiculteurs. Et le miel qui a été produit sur ce terrain-là, 6 mois plus tard, voire même 1 an, puisqu'il y a un taux effectivement, il y a aussi l'environnement qui joue avec des durées non qu'on ne peut pas réduire. Et ce miel-là a été offert aux détenteurs des abeilles virtuelles comme une récompense. En plus de quoi, elle détenait des réductions pour une gamme de produits associés à leur abeilles. Donc, par exemple, si tu détiens le NFB fraise, parce que je t'en ai parlé, c'est l'association entre une abeille et une fraise, eh bien, tu as reçu une confiture de fraises de, effectivement, les rayons de la marque Carrefour. Donc, il y avait tout un lien, effectivement, entre l'implication de la communauté dans le virtuel, les récompenses dans le physique. Et puis, tout ça avait aussi été mis en avant et promu en point de lieu, en lieu physique, en point de vente, puisque au Brésil et en France, le Brésil étant un marché important pour Carrefour, mais aussi un marché très gaming, puisqu'il y a d'énormes communautés gamers au Brésil, ça a permis et là-bas et en France, de venir en point de vente, faire des activations où, en réalité virtuelle, tu pouvais venir rencontrer les abeilles, te familiariser avec le jeu. C'était aussi pour nous l'occasion pour les parents qui venaient faire les courses avec leurs enfants, de découvrir un peu l'intérêt, les enfants d'être happés par l'excitation du côté virtuel et gamifié, les parents de savoir qu'ils allaient pouvoir en tirer profit parce que finalement, il y avait des avantages consommateurs et finalement de rassembler ces deux communautés-là, ces deux générations-là. Parce que souvent, c'est décrié par les parents. Tu passes trop de temps sur les jeux vidéo ou sur les écrans, on ne sait pas vraiment ce que tu fais. Les parents sont un peu distants de cet écosystème-là, donc comprennent pas et donc sont vite apeurés. Et là, c'était vraiment expliquer tout ça ensemble. Voilà pour un des projets. Waouh, c'est un beau projet. Félicitations, félicitations à toi. Je fais un peu de la pub pour Token Talkers, mais pour les gens qui ont besoin, on a fait un podcast avec Sébastien Borget, le CEO de The Sandbox, il y a quelques semaines. Il est sorti, vous pouvez revenir en arrière. Mais voilà, comme ça, vous aurez un peu plus d'informations aussi sur ce que fait The Sandbox. Vraiment, félicitations, Nel. C'est incroyable ce que tu as fait. Et en plus, c'est qu'un des projets. Donc déjà, juste un des projets, c'est très sexy. Donc j'imagine encore le reste. Et actuellement, vous avez développé combien de projets, si c'est quelque chose qui n'est pas indiscret? Vous avez fait combien de projets au total? C'est pas indiscret. Depuis 3 ans, on a une centaine de clients. Alors, Wow. on n'a pas développé quelque chose d'une telle envergure pour tous. Parfois, effectivement, ça n'a été que sur la phase 1 dont on a parlé tout à l'heure, d'évangélisation et de conseil. Et puis, effectivement, pour d'autres, ça a été avec une ambition, une ampleur un peu plus importante. Mais effectivement, aujourd'hui, on est très fiers d'avoir accompagné plusieurs marques, des grandes marques comme des plus petites marques, mais avec toute l'ambition de venir s'approprier et apprivoiser ces nouveaux univers. J'imagine que pour faire autant de choses, tu n'es pas seul. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes cofondateurs, de la team, de nous donner un peu plus d'avis de combien vous êtes actuellement dans la boîte, parce que ça représente quand même beaucoup, beaucoup de travail. Et tu peux nous en dire un petit peu plus sur les personnes qui t'entourent? Ah bah oui, c'est la MIF, comme on dit. Effectivement, ils sont tellement importants. C'est alors mes 5 associés, Marc Thibault, dont j'ai parlé tout à l'heure, Paul, Adrien et Quentin, avec qui on a créé ensemble BEM Builders. Donc eux sont mes associés. On a tous
le lead sur une partie de notre service. Donc, ça OK. va être autant sur la partie administrative qui est moins visible, mais très importante quand tu crées une société. Sur la partie production, qui effectivement associe directement les considérations techniques et technologiques des plateformes et ce qu'on peut proposer aux marques, que Thibaut gère très bien. La partie créative que Adrien a en maîtrise totale, puisque effectivement sa connaissance de l'architecture, de l'esthétique, de la manière de déployer la présence de la marque sur les univers. Quentin, qui est notre directeur stratégique, qui lui est beaucoup plus en amont sur la réflexion, je t'en ai parlé, l'accompagnement qu'on va faire, les écosystèmes. Quentin, depuis très longtemps, et d'ailleurs sur le site sont disponibles certains articles, certaines tribunes qu'on a pu faire, rédigées sur le sujet du métaverse de manière très complète, avant même que le terme métaverse soit autant vulgarisé. Donc voilà, une vraie connaissance de cet écosystème et du comportement presque sociologique autour de l'écosystème. Et puis Paul, qui est notre directeur tech, qui est un entrepreneur déjà très clairement confirmé, puisqu'il a revendu en 2018 sa première société DACO au groupe Vente Privée. Et effectivement, dans cette association, apporte cette connaissance-là. Qui plus est parce qu'il a une excellente connaissance de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ça paraît un terme tellement accessible parce que tout le monde en parle, mais à l'époque, c'était encore assez abstrait. Comment l'intégrer dans finalement notre outillage, la manière dont on produit nos expériences. Et donc, effectivement, son excellente connaissance et expertise du sujet nous a permis aussi d'intégrer ces outils-là dans notre métier. Donc ça, ce OK. sont nous 6 cofondateurs. Et effectivement, tu l'as dit, on est solide ensemble. C'est comme ça qu'on a créé ce projet en toute confiance. Et depuis 3 ans, on a fait grossir l'équipe. On a aussi pu faire grossir l'équipe parce qu'on a eu la chance d'avoir 2 fonds d'investissement qui ont souhaité investir chez BAM Builders pour nous faire grandir. On a donc levé 2 millions d'euros il y a un peu plus d'1 an auprès de 2 fonds, Carotte Capital et Kérus. Ouais. Et ensemble, avec eux et leur soutien financier, on a pu faire grandir l'équipe. Aujourd'hui, on est 25 personnes qui sont Wow. réparties entre les équipes prod, service client, effectivement, et créative, et qui permettent de mener à bien ces projets-là. Ce sont des personnes qui sont un peu en Asie. De par notre expérience passée, on est content de savoir qu'on a gardé un lien aussi professionnel avec certaines personnes qui ont décidé et accepté de travailler chez BAM Builders, et puis certaines personnes à Paris et Amsterdam. On est sur ces 3 bureaux-là, non pas parce que c'est cool d'être à l'international et simplement l'image que ça donne ne suffirait pas, mais parce que, il y a un lien affectif avec les personnes que l'on a en Asie. On a travaillé depuis 10 ans avec ces personnes-là. Elles sont exceptionnelles, extrêmement performantes, et puis un lien affectif qui est aussi finalement pour nous indestructible et qu'on a envie justement d'enrichir. Les personnes à Paris, parce que le gros de notre métier se passe à Paris. Nos clients sont principalement sur le marché français, des marques internationales mais françaises. Enfin, en tout cas, des marques qui ont une portée internationale mais qui sont basées en France et souvent à Paris. Voilà. Et puis Amsterdam, puisque quand on est rentré de Birmanie, notamment avec Marc et Thibault, on a décidé de s'implémenter à Amsterdam dans un premier temps, considérant que c'était un vrai hub européen, que c'est une ville très cosmopolite, que ça nous faisait aussi extrêmement plaisir de venir interagir dans un cadre international. C'est vrai que de rentrer en France directement, ça aurait été un peu un retour aux sources qu'on n'avait pas forcément envie de vivre tout de suite. Et d'être à Amsterdam, ça permettait d'être au sein d'une communauté où c'est une ville très cosmopolite, hein, donc on parle anglais, du fait aussi de ne pas parler hollandais, mais effectivement de pouvoir être entouré de plein d'internationaux. Il y a beaucoup de grandes marques qui ont posé leur siège, le siège social de grandes marques qui est à Amsterdam. Et donc voilà, on était aussi dans cette volonté d'être connecté à un marché très dynamique. OK, bah, on voit que vous avez vraiment une vision pareille, globale, vous arrivez à être soudés tous ensemble. Moi, j'ai une question, Ouais. comment on fait pour avoir autant de cofondateurs? Là, c'est une partie plutôt entrepreneuriat. Quels conseils tu donnes à des personnes qui veulent développer une boîte et qui cherchent des cofondateurs ou qui ont des cofondateurs et qui se posent des questions? Parce qu'en général, il y a un cofondateur, 2 cofondateurs. Bon, solo founder, c'est rare maintenant, de moins en moins, mais au moins 2 voire 3, 4. Mais là, vous êtes 6, c'est énorme. Comment vous Ouais. faites pour pas vous fâcher? Comment vous faites pour vraiment avancer ensemble? Je suis curieux d'en savoir plus.
Oui, alors effectivement, on en parle souvent parce que, pour le coup, nous, notre zone de confort, elle est, justement, heu, enfin, moi, ma zone de confort, elle est avec eux. C'est-à-dire que, OK, même parmi les différentes situations qu'on a pu vivre, je t'en ai parlé par le passé, on a toujours été rassurés du fait de pouvoir rebondir parce qu'ensemble, on sait qu'on apporte, tout ce qui est nécessaire à créer un projet et on s'entend extrêmement bien. Plutôt que de dire comment, c'est compliqué et comment on se parle de tout ça, je préfère presque te dire l'inverse. C'est-à-dire que c'est tellement facile de s'associer à 6 quand OK, on est amis et qu'on se connaît si bien. Un parce que, les sensibilités, la bienveillance, toutes les valeurs qui amènent la relation amicale se retrouvent dans cette relation professionnelle. Donc pour nous, c'est presque fluide, de dire, c'est presque naturel de dire que c'est fluide entre nous parce qu'en fait, on est amis avant tout. OK, Effectivement, il y a un risque, beaucoup nous ont avertis de ça. Je pense qu'on a pu, avoir la sagesse, de par justement l'amitié, de faire attention aux uns et aux autres dans le spectre professionnel, ce qu'on n'aurait peut-être pas pu faire si on n'avait pas été d'abord amis, parce qu'on aurait pu ouais, avoir un comportement qui ne nous aurait pas permis d'avoir cette même compréhension des susceptibilités des uns des autres, de vraiment faire attention. Mais nous, dans notre amitié, on est extrêmement bienveillants et du coup, on a retrouvé ces mêmes comportements dans notre association. Maintenant, est-ce que ça suffit? Je ne sais pas, parce qu'il y a peut-être plein de situations dans lesquelles les choses se sont pas passées de la même manière et te dire que ça se passe toujours très bien, c'est faux. Il y a parfois des débats, il y a des échanges. Il faut aussi pouvoir apporter sa vision. Quand tu es 6, ça veut dire qu'il y a 6 visions potentiellement un petit peu différentes, même si elles ne sont pas opposées. Il faut quand même défendre ses idées. Mais là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a su dès le début définir les rôles de chacun. Et donc, la vision qu'on apporte, elle est en lien avec le prisme de notre activité. Je te parlais de la vision tech, production, créa, stratégique, administrative ou moi opérationnelle. Je vais avoir le lead sur quelque chose qui implique directement la commercialisation de notre offre. Quelqu'un va pouvoir venir débattre avec moi sur sa vision, mais au final, on se fait confiance sur notre périmètre d'action. Et c'est aussi très important de ne pas venir marcher sur le territoire de l'autre. Un, parce que finalement, ce serait mal placé puisque ce n'est pas dans notre expertise directe. Et puis deux, ce serait une perte de temps puisque si on se fait confiance, on sait que ça avance ah plus oui, vite en faisant confiance à la personne qui est la plus à même de développer cette partie-là. Et donc ensemble, on a trouvé effectivement une bonne association, un bon équilibre et c'est ce qui nous rassure en tout cas pour le développement même de nos nouveaux sujets. En tout cas, on trouve cette routine-là. Il y a deux choses qui me semblent aussi très importantes. C'est un, c'est la rigueur dans cette relation-là. On s'en rend pas compte parce que quand on est amis, on a l'impression que c'est fluide et qu'il n'y a pas besoin de l'alimenter. Mais même d'ailleurs sur l'amitié, ça c'est une discussion perso qu'on pourrait avoir, mais moi je pense que l'amitié nécessite de la rigueur. Elle nécessite de faire en sorte de se voir régulièrement, d'apporter de l'attention à l'autre, de pouvoir être ouais, disponible en fonction des valeurs qui te lient d'amitié. Mais en tout cas, moi, ce sont les miennes et ça fait partie des choses qu'il faut avoir. Donc nous, on s'arrange pour, alors qu'on n'est pas tous dans la même ville, se voir régulièrement. On était encore il y a 2 semaines à Toulouse parce que Quentin, notre associé, vit à Toulouse. On s'est fait une semaine de travail ensemble en présentiel et puis on a profité du week-end pour aller faire un week-end incroyable dans l'Aubrac, en Aveyron, où du coup c'était des moments beaucoup plus amicaux, juste après une semaine professionnelle. Mais si on l'initie pas, ça ne se fait pas et du coup tu pourrais perdre finalement cette fibre et ce lien. On le sait aussi, les discussions les plus intéressantes ne sont pas celles que tu retrouves autour de la table dans une pièce d'un coworking. C'est souvent celles qui se passent en dehors. mmh, Certains aiment aller boire des verres avec leurs potes ou leurs associés. D'autres aiment aller passer des week-ends en dehors justement de la ville là où ils travaillent. Peu importe la forme que ça prend, ce qui est intéressant, c'est de créer ces moments-là. Et les créer, ça nécessite de la rigueur parce qu'il faut les planifier, il faut les initier. Donc ça, c'est très important pour nous. Et nous, on le met bien en avant. Et surtout, Marc, notre directeur administratif, je t'en ai parlé, c'est moins visible parce que effectivement, c'est un peu le derrière du décor. Mais c'est tellement important d'avoir quelqu'un qui, effectivement, est à l'initiative de ça. Donc Marc s'assure que cette cohésion existe et persiste au fil des années. Et puis, il y a une chose aussi qui est importante, c'est quand on crée, alors là, je parle de vraiment l'origine de la création d'une société à plusieurs, c'est quand tout va bien, puisque au moment de la création, généralement, tu es plein d'envie, une excitation démesurée, une envie vraiment débordante de réussir, et c'est ce qu'on espère tous, mais il y a une éventualité, c'est que ça ne se passe pas, ou qu'il y ait des phases où ça se passe mal.
Et en fait, le mieux, c'est d'en parler à ce moment-là. Il ne faut pas attendre que ça se passe mal pour décider ce qu'on fait. Il faut, au moment où tout se passe bien, se projeter dans la situation où ça se passerait mal et là dire qui fait quoi, qui est responsable de quoi, qui a le dernier mot, qui prend cette décision-là. Et quand on anticipe ces situations-là, ça permet au moment venu, qu'il n'y ait pas de débat, parce que ça a été décidé, donc encore une fois, si on s'en tient à nos engagements, ça devrait ne poser aucune question. Et ça permet aussi aux personnes pas impliquées de pouvoir se décharger si la situation est conflictuelle, s'il y a une décision qui apporte du stress, qui cause du stress. La personne responsable s'engage et du coup, elle fait finalement un peu aimant de toute cette énergie pour que les personnes qui ne sont pas du coup responsables puissent, elles, continuer à gérer le bateau, la direction du navire, sans finalement se préoccuper. Et c'est pas de dire qu'elle se dissocie, pas du tout. Ça a été validé comme ça et ça permet, parce que quand ça va mal, c'est hyper important que quelqu'un s'occupe de ce qui va mal, mais c'est aussi hyper important que quelqu'un s'occupe de finalement faire en sorte que les choses continuent comme elles ont été créées pour continuer de donner du sens et de la direction. Je parle du navire comme une métaphore, mais effectivement au projet. Et ça, c'est très important et c'est aussi comme ça, quand tu es plusieurs, tu peux répartir les missions. Voilà un peu mes OK. conseils. OK, bah, merci pour ton partage. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, même des entrepreneurs qui sont aguerris, qui ont des cofondateurs et qui parfois ont du mal un petit peu peut-être à trouver le juste milieu, et quand ils sont plusieurs, de savoir comment on pourrait trouver la meilleure alchimie. Toi, tu as réussi à la trouver avec tes partenaires, donc félicitations à toi. Peut-être une autre question dans le secteur de l'entrepreneuriat pendant qu'on y est. Comment toi, tu réussis à allier le perso et le pro? Est-ce que tu as réussi à trouver l'équilibre? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est quand on est entrepreneur, bah, on bosse beaucoup, hein, ça fait partie du jeu. Est-ce que toi, tu as réussi à trouver, l'équilibre entre le pro et le perso? Est-ce que pour toi, c'est encore difficile? Et si oui, tu as réussi, comment tu as réussi à trouver cet équilibre? Ouais, c'est vrai que c'est une question qu'on retrouve souvent, surtout portée pour les personnes qui sont entrepreneurs, parce que on considère que ben, ça nécessite beaucoup d'engagement. Tu parles du terme bosser beaucoup. Mon point de vue est un peu différent. J'ai pas de distinction entre ce que j'appelle le travail et le reste. C'est-à-dire que je sais que ce que je fais, c'est ma passion. Et comme toute passion, t'aimes passer du temps à le faire. Donc effectivement, je ne vais pas considérer que j'ai mon métier, ma vie pro, ma vie perso. C'est aussi amplifié par le fait que mes associés sont mes amis. Donc finalement, il y a encore plus de flou dans cette distinction à faire entre les deux. Et donc moi, depuis longtemps, peut-être inconsciemment au début et maintenant consciemment, parce que le fait d'en parler, le fait de répondre aux questions souvent qui traitent de ce sujet-là, m'ont amené à peut-être mieux formaliser et conscientiser ce sujet-là. Mais je considère aujourd'hui que je n'ai pas de distinction entre les deux. J'ai ma vie. Ma vie est alimentée de plein de sujets, des moments passés avec mes amis, avec mes associés, les sujets qui concernent mes amis ou mes associés, et parfois des sujets qui ne concernent ni les uns ni les autres, qui concernent ma famille, ma copine, etc. Et pour le coup, tout ça fait partie d'un ensemble. L'important, ce n'est pas l'équilibre entre le pro et le perso, c'est l'équilibre entre les quelques piliers qui finalement amènent du bonheur dans ta vie. Ça fait un peu cucul la praline de dire ça, mais finalement, si tu le schématises, c'est très important. Tu pourrais par exemple faire la distinction entre, OK, passer du temps avec ta famille, passer du temps avec tes amis, passer du temps avec tes associés. Si tu en enlèves un, et ben effectivement, le temps passé retombe sur les deux qui restent. Si tu en enlèves un autre, finalement, le temps passé retombe sur un seul des piliers. Ce seul pilier-là est finalement disproportionné parce qu'effectivement, il y a une conséquence classique, c'est de dire que quand tu mets tout ton énergie sur un seul sujet, le jour où ça va mal, ça va extrêmement mal également. Donc nous, notre but, c'est de se dire qu'il n'y a pas de distinction, il y a en revanche des piliers, et ces piliers-là, ils sont par rapport à ce que moi, j'aime faire dans la vie. Mais j'aime, et j'adore d'ailleurs ce sujet, notamment du Web3, toute l'effervescence qu'il y a autour, les mondes gamifiés, les expériences de marque. Donc, comme j'y passe du temps de manière complètement personnelle et que ça fait aussi partie de mon métier, je considère qu'effectivement, c'est un équilibre en soi. Et puis ensuite, effectivement, il y a les autres piliers, mais ça, effectivement, c'est plutôt de l'ordre du perso. Je ne pense pas que ce soit hyper intéressant d'en parler, mais je vais avoir ça. Et puis, effectivement, pour apporter un complément de réponse à ce que je viens de dire, c'est que finalement, l'équilibre, tu le retrouves aussi dans le retour des personnes. C'est-à-dire que l'entrepreneur qui va peut-être pas passer assez de temps
avec ses amis ou sa famille, si je prends un schéma classique, ou en tout cas commun, euh, lui, il va peut-être pas avoir l'impression qu'il passe pas assez de temps, mais le retour des personnes avec lesquelles il passe pas assez de temps vont peut-être définir que, effectivement, c'est une situation déséquilibrée. Donc finalement, c'est pas tant moi qui définis la rupture entre le pro, le perso, tout ça, c'est mon kiff et c'est ma vie en général. Par contre, effectivement, le fait que la personne avec qui je partage ma vie me dise, bah, faisons quelque chose qui n'implique ni le pro, ni le sujet que je pourrais partager avec mes amis, mais un moment ensemble, bah, ça va me faire finalement naturellement créer cet équilibre-là. Voilà. Et que on décide ensemble ou que j'ai un retour qui me dit, bah, voilà, là, à ce moment-là, Neil, on aimerait bien que tu concentres ton temps sur autre chose, bah, ça permet aussi, je trouve, de réaliser ça. Mais pour le Mmh. coup, je pense que avec le temps, moi, je l'ai pour l'instant, je le vis bien et surtout, j'ai l'impression que c'est plutôt bien équilibré. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, on ne travaille pas beaucoup ou pas peu, mais je pense que dans cette notion des piliers, ça permet de bien équilibrer. Voilà, c'était peut-être un peu confus, mais Non, c'est très clair. Merci vraiment pour ton partage. Merci pour tes explications. Je pense qu'elles vont servir à beaucoup de gens et vraiment, c'est toujours très intéressant d'écouter un petit peu ce qui se fait, comment les gens visionnent leur vie, leur équilibre et tout. Et toi, tu as aussi ta vision. Donc, vraiment, merci de nous la partager. Revenons sur la partie entreprise. Tu nous as expliqué vraiment le rôle de tous tes cofondateurs. Mais sauf erreur, tu as oublié de nous expliquer ton rôle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton rôle au sein de la société? oui, ah bon, je l'ai pas fait, OK. Bah, effectivement, c'est ce que je disais, ils sont tellement plus importants pour moi que Mais non. alors, oui, effectivement, moi, mon rôle est plus opérationnel. Donc, j'ai OK, plutôt le rôle de chef d'orchestre de l'ensemble où, trop bien. sans avoir l'expertise de chacun, je vais quand même la comprendre de manière à pouvoir mettre tout ça dans un ensemble et pouvoir justement m'assurer en lien avec nos clients, puisque comme on est un métier de service, on doit s'assurer que ça se passe bien dans la relation et dans ce qu'on crée avec les clients, que ça soit fait effectivement avec l'ambition qu'on souhaite. Donc mon rôle est plus à ce niveau-là. Il y a une partie très relationnelle, que ce soit depuis la partie commerciale jusqu'à la partie gestion du projet. OK, OK, merci pour cette explication. On voit aussi pareil que tu arrives à avoir vraiment cette vision globale et le chef d'orchestre, hein, c'est vraiment le mot, le chef Oui, d'orchestre qui peut toucher à tout et faire tout donc bravo pour cette intelligence parce que c'est pas le cas de tout le monde. J'ai une question, on sait que l'écosystème Web3 grandit à son rythme, parfois on entend que c'est scammy, des fois moins, des fois c'est bull quand tu as des gens comme je sais pas, Meta qui commence à transformer, comme tu l'as dit, leur nom de Facebook à Meta. Quand tu as des BlackRock qui se lancent, tu as des ETF et compagnie. Voilà, ça commence à être de plus. Quel est, toi, ton avis actuellement sur l'écosystème Web3? Est-ce que tu trouves qu'il est en train de bien grandir? Est-ce que tu trouves qu'on va dans une bonne direction? Et qu'est-ce que tu penses, pour la partie qui est un peu plus métaverse, des gens qui en ont peur? C'est-à-dire des gens qui disent, OK, le Web3, ça grandit, donc le Web3, c'est plein, 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 plein de choses, mais aussi j'en ai peur. J'en ai peur pourquoi? Notamment sur la partie métaverse, parce que j'ai peur que mes enfants ou que les nouvelles générations n'arrivent pas à faire la différence entre le virtuel et le réel. Tu en as parlé juste avant, mais qui sont un peu en mode avatar et qui veulent après vivre en permanence sur ce monde complètement virtuel. Qu'est-ce que toi, tu réponds à ces personnes-là qui ont cet avis? alors, effectivement, il y a plusieurs éléments de Deux réponse. questions. Ouais, Oui, effectivement. D'abord, l'écosystème Web3. Je pense que l'écosystème Web3 réalise effectivement que c'est un marché en formation, que c'est une technologie qui doit être le plus démocratisée possible et donc peut-être de laisser passer effectivement le terme technologique pour donner place à l'usage et la valeur ajoutée de son usage. D'ailleurs, on le voit de plus en plus, le terme NFT, le terme blockchain est de moins en moins employé. Aujourd'hui, il y a des projets qui se lancent en parlant de collectibles, digital collectibles ou d'assets virtuels pour justement éviter de faire peur. Donc là-dessus, moi j'ai bon espoir que en venant promouvoir sa technologie de manière beaucoup plus accessible, on puisse beaucoup mieux réaliser ô combien cette technologie est importante et utile et du coup être moins dans l'interrogation du côté effectivement à risque. Et d'ailleurs, cette technologie a déjà fait ses preuves sans forcément attendre que la terme média, la blockchain existe depuis un sacré bout de temps, avant même que les médias en parlent.
dans le déploiement de traçabilité pour des industries lourdes. Des boîtes comme Intel, notamment, étaient justement à la réflexion d'accompagnement de grands groupes. Mais d'ailleurs, plein d'acteurs ont déjà implémenté ces briques-là technologiques avant même, effectivement, de devoir justifier, de parler du terme NFT, crypto, blockchain. Donc, je pense que c'est important. Et le Web3, dans sa vision, je pense, moyen-long terme, c'est effectivement d'invisibiliser cette technologie pour seulement se concentrer sur l'usage. Et pour effectivement peut-être faire la transition vers la réponse 2, on le voit bien, c'était la hype autour de ce terme-là. Et depuis que l'IA a pris finalement la place de tête d'affiche des médias, des communications en général, les gens se disent, mais attends, mais est-ce que le Web3 est pas mort? Et tu parlais de la différence entre un bull ou un bear, etc. Bah, en fait, moi, ce que j'observe, c'est que non, il n'est pas mort, mais forcément, maintenant que les résultats des essais sont présents, il laisse place à une appréhension du sujet beaucoup plus structurée, long terme et stratégique, notamment pour les marques. Nos clients, il y a 3 ans, c'était souvent des départements inno, qui ont un budget pour tenter des choses, ce qu'on appelle des POC, des Proof of Concept. Le POC étant réalisé, les résultats sont observés et maintenant viennent être pris en main par les départements métiers au sein d'une industrie, au sein d'une marque, qui maintenant est en train de mettre en place quelque chose qui nécessite beaucoup plus de temps, beaucoup plus de moyens pour justement venir profiter de cet écosystème. L'IA est maintenant à la place qu'avait le Web3 auprès des départements inno, à tester des choses. Et comme quand tu testes, bah, finalement, tu as envie d'en parler, tu es en avance, donc tu es content d'en communiquer et tu innoves de par le terme du département inno, tu innoves, bah, du coup, tu es forcément beaucoup plus à partager ça. Quand tu es en train de construire quelque chose beaucoup plus solide, beaucoup plus pérenne, beaucoup plus lourd, ça prend plus de temps et ça ne sert à rien d'en parler tant que ce n'est pas sorti. Donc finalement, ça prend plus de temps avant de le voir, la communication autour des technologies Web3 appropriées par les marques, voir le jour à nouveau. Voilà. Et encore une fois, je parle de ça de manière généralisée. Il y a déjà plein de marques qui ont sorti des choses long terme et qui continuent de le faire. Si tu parles des grandes marques, notamment françaises, Louis Vuitton, encore à NFT Paris, annoncé, ou Vivatech, même là, il y a 2 semaines, il y avait Vivatech, annoncé la sortie de ces nouvelles priorités Web3 et c'est une vision long terme. Donc, c'est une transition pour la réponse 2 du côté risque parce que justement, ça permet aussi aux gens de mesurer quand on dit le Web3 est mort, le métaverse est mort. Non, il n'est pas mort. Il est juste passé dans son étape 2 d'appropriation des marques, une étape solide et de pérennité. Et c'est très bien que l'IA prenne maintenant la main et fasse le buzz. Et d'ailleurs, les deux ne sont pas incompatibles. Hein. Comme je t'en ai parlé, nous, on utilise beaucoup l'IA pour justement produire du contenu pour plein de raisons, l'automatiser, faciliter, réduire les coûts, etc. Et les deux sont compatibles. Et puis, effectivement, la notion de risque, je pense que là, pour le coup, elle est due plutôt à l'usage qu'on a du terme de ce qu'on met derrière le métavers, c'est-à-dire les écrans, les plateformes de jeu, mais aussi parce qu'on ne comprend pas bien ce qui s'y passe. Si je prends l'exemple d'un parent, on a l'impression que son gamin est en train de se battre toute la journée sur une plateforme gaming. Or, on le sait, mais sur ces plateformes-là, si je prends l'exemple des plateformes qui sont les plus connues de l'écosystème, celles qui génèrent des centaines de millions de visites quotidiennes, hein, comme Roblox et Fortnite, on sait que les jeunes dessus construisent, interagissent socialement, s'éduquent, créent. Il y a plus de fashion designers sur Roblox qu'il n'y en a dans le monde physique. Et quand je dis plus, c'est 200 fois plus. Au dernier reporting, il y a 200 fois plus de créateurs d'assets virtuels, donc ce qu'on appelle les wearables, donc, ou des skins pour les avatars dans Roblox qu'il n'y a de fashion designer. Alors, le projet n'est pas le même, la facilité, etc. Mais c'est quand même de considérer que quand tu as, et parfois c'est très jeune, hein, on peut l'observer. D'ailleurs, si les personnes qui écoutent ont des jeunes dans leur entourage, ils ne seront pas surpris de voir qu'à 8 ans, tu es déjà en train de t'intéresser un peu à Roblox.
Donc, quand tu as entre 8 et 25 ans, en fonction des plateformes et des expériences, et que tu es déjà capable de créer du contenu, des wearables, des skins, des assets, bah, tu es déjà dans une démarche soit entrepreneuriale, soit de créative ou de définition de ce qui te plaît, mais plutôt que d'être passif, tu es acteur. Et moi, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup, cette éducation à la création. Et c'est d'ailleurs, et encore une fois, tout doit fonctionner finalement pour le mieux. Mais peut-être qu'à la différence d'un ratio qu'on va retrouver 20-80, où on le sait, mais sur le Web 2, 20% des personnes créent le contenu pour effectivement 80% qui le consomment, bah, peut-être qu'on va se retrouver dans un monde des jeux, ce qu'on appelle social gaming, qui donne une vraie accessibilité à la création de contenu, à ce que les plus jeunes viennent créer peut-être plus facilement, viennent créer, viennent prendre parti. Et puis, comme on le sait, dans un jeu vidéo, tu es acteur de la situation, puisque c'est toi qui décides ce que ton avatar doit faire. Et souvent, on est sur des tycoons, on est sur des expériences, même si c'est du fight, où tu dois te déplacer, tu dois atteindre un objectif, tu dois interagir avec l'autre. Donc, on est quand même dans un déplacement, dans une navigation hyper active. Et ça me paraît quand même hyper opportun, comme je t'en ai parlé avec le cas de Carrefour, comme d'autres campagnes, de pouvoir insuffler des messages hyper intéressants, éducatifs, bienveillants et intéressants. Et donc, si le parent comprend que sur ces plateformes-là, tu peux faire tout ça et que ça n'a rien à voir avec le fait que son enfant se perde dans un monde déconnecté, pas du tout. Ils sont super connectés. Mon petit frère, il a des potes dans Fortnite qui sont des vrais amis. Et parce qu'ils passent du temps et ils échangent et ils s'éclatent. Et ça ne veut pas dire qu'à côté, il n'a pas d'autres amis. Et d'ailleurs, les mêmes amis qu'il a, par exemple, à l'école, avec eux, ils vont aussi aller se retrouver dans Fortnite. Et pour autant, ils vont jouer au foot quand il fait beau dehors. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Et d'ailleurs, il ne faut pas ni brider ni faire peur. Il faut quand même, et je pense que là-dessus, on aborde un sujet dont je n'ai pas forcément la maîtrise de tous les enjeux, mais la notion de temps d'écran, pas avant 3 ans, pas après 8 ans, etc. Enfin, ce genre de choses, encore une fois, je comprends, mais on n'est pas sur le sujet du métaverse, on est sur le sujet général de l'appréciation des nouvelles technologies et de l'écran Totalement. par rapport au livre. Mais ça, c'est un autre sujet, c'est beaucoup plus grande échelle. OK. Bah, merci en tout cas pour ta vision et je pense que ça va rassurer pas mal de monde aussi, pouvoir, avoir, une idée claire. Si on parle aussi de rassurer les gens, est-ce que tu peux nous en donner un petit peu plus sur la partie, confidentialité, sécurité du métaverse? Donc on a parlé des utilisateurs, mais aussi par rapport aux données. Quels sont un petit peu, le travail qui est fait, bah, par toi ou par ta société pour justement la protection des données dans ce secteur du métaverse? Alors, sur les parties décentralisées, comme on le sait, notre donnée est rassemblée sur un wallet qui est un peu notre identité dans ces mondes virtuels. Et d'une certaine manière, elle est décorrélée des informations plus classiques comme un email, un numéro de téléphone, une identité. Donc, là-dessus, on le sait, mais si on souhaite être complètement anonyme, en tout cas anonyme par rapport à notre identité civile du monde physique, on peut le rester. La question se pose ensuite de quelle est la manière de pouvoir, s'il y a des risques, il y a des comportements inadaptés, retrouver ces personnes-là si on n'a pas connaissance de qui ils sont. Bah, on a parlé tout à l'heure de l'esprit communautaire de ces univers-là. Ce qui veut dire que très vite sont fédérées les personnes pour faire leurs propres lois. Et encore une fois, on n'est pas dans un univers de pirates, mais on est au contraire dans un univers où la communauté souhaite le mieux pour son environnement. Donc, si quelqu'un a un mauvais comportement, il est très facile de le bannir, il est très facile de l'empêcher de continuer d'avoir ses comportements inappropriés. Et donc, on a un peu le garde-fou en tant que communauté. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on le voit, mais il y a une vraie capacité à ces communautés-là d'être fédérées et d'être très vite dans la réaction par rapport à des comportements. Donc ça, c'est déjà très intéressant à observer. Deuxième constatation, c'est que les plateformes elles-mêmes sont en train de déployer des choses. Si je prends l'exemple de certaines plateformes qui ont mis en place la feature de finalement distance imposée, où un avatar peut imposer à ce qu'il n'y ait pas de proximité à moins de X mètres dans le jeu avec un autre avatar. Ce qui permet du coup à l'autre avatar de se rapprocher de la personne, d'engager dans la version de chat la discussion, là où parfois, effectivement, tu vas te retrouver avec des comportements inappropriés, malsains et Oui. qui sont à bannir de ces plateformes-là.
Et puis, je te fais un petit peu de promotion de certains projets qu'on a fait récemment, mais avec Orange, donc l'acteur de télécommunications, effectivement, qui est déployé sur plein de périmètres, enfin plein de territoires dans le monde, et qui est français, a souhaité lutter contre le cyberharcèlement et on a mis en place des safe zones. Donc, c'est un espace, un asset 3D assez important en forme et en place qu'on est venu déposer dans des expériences de jeu sur différentes plateformes. Alors, pas pour l'instant sur les plateformes décentralisées, mais sur des plateformes grand public parce qu'il fallait toucher le plus grand nombre de personnes, qui plus est dans les communautés assez jeunes. Fortnite, on est allé sur GTA RP, on est allé sur Roblox et on est venu mettre en place ces safe zones ou des alternatives aux safe zones qui étaient des espaces pour partager le message, pour venir aussi, exactement, merci de partager à l'écran, pour aussi effectivement venir récupérer le joueur en plein milieu de son expérience de jeu. Donc, on n'est pas venu créer une map Orange, on est venu au contraire s'implémenter sur des maps existantes qui ont déjà de l'audience. Les mécaniques de jeu sont déjà définies. Les joueurs, adorent aller dessus, souvent jeunes d'ailleurs, pour justement venir les récupérer sur cette safe zone-là en répondant à des questions autour du cyberharcèlement. Ils venaient récupérer des points d'expérience et en même temps, ils se protégeaient de l'expérience de l'expérience de jeu qui était en cours. Et nous, on était capable de considérer si, au vu de ses réponses, est-ce qu'il était témoin ou victime. On va regarder la vidéo si tu veux, comme tu souhaites. Mais du coup, voilà, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est Non, dans ces... je sais pas. Pardon? Moi, on a un petit décalage, comme j'ai démarré la vidéo, ça ralentit un petit peu le internet, mais franchement, ça a l'air d'être une super vidéo. J'invite à tout le monde d'aller regarder le site internet et d'aller voir les projets que vous avez faits. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi pour considérer que les marques ont un rôle à jouer pour venir justement éduquer, venir apporter de la valeur bienveillante dans ces univers-là. Et cette campagne-là, elle a touché 10 millions de personnes. Elle a été récompensée sur des cérémonies comme les Lions à Cannes, les Clio Awards, etc., publicitaires. Donc, on voit bien maintenant que les plateformes virtuelles deviennent des canaux à considérer autant que les autres canaux pour la communication, pour l'engagement des cibles, et qui plus est quand c'est avec bienveillance. Impressionnant. En tout cas, on voit vraiment sur votre site internet tout ce que vous avez fait, ce que vous avez développé. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton idée, toi qui es vraiment dans le cœur du réacteur du métaverse, des tendances actuelles? Qu'est-ce qui est en train d'immerger et qu'est-ce que tu vois arriver, toi, dans peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus, hein, au niveau des métaverses? Alors oui, je trouve que effectivement, comme ça fait 3 ans que les choses se structurent de plus en plus en fonction des différentes industries aussi, hein. Il y a des tendances, si tu es une marque de luxe ou une marque haute, mais là, ta question qui est plus générale m'amène peut-être à partager ce que j'observe dans la manière de venir créer une expérience fun et engageante. Alors pareil, ça peut paraître le b.a.-ba, mais c'est pas ce qui est toujours fait. Quand on est une marque, finalement, j'en parlais tout à l'heure, mais on a besoin de communiquer de son image, ses valeurs, parfois ses messages. Et il faut bien considérer que dans les mondes virtuels, l'audience est d'abord là pour profiter de l'expérience que le monde virtuel lui propose. Si c'est une expérience de jeu, elle est là pour jouer. Donc, elle n'a pas envie d'être mis face à face avec un message Ouais. publicitaire qui ne soit pas approprié. Donc, la tendance va vers finalement l'expérience qui soit la moins brandée possible. Moi, j'aime commencer la discussion avec une marque en disant la meilleure expérience que vous puissiez faire, c'est celle qui n'intègre pas votre marque. Et ça paraît quand même antinomique avec ce qu'elle souhaite faire, mais il y a d'autres manières. On a parlé tout à l'heure de créer des assets. Je préfère qu'une marque accepte qu'on crée un asset de jeu pour l'expérience plutôt que de mettre un gros panneau d'affichage avec le logo de sa marque. Parce que le logo de sa marque n'apportera aucun intérêt et du coup, l'utilisateur sera peut-être même d'ailleurs plus en opposition à ça. Par contre, si on pense à un asset de jeu sympa, dans une expérience sympa, beaucoup plus native de l'écosystème, et que l'audience apporte de la valeur, trouve de la valeur à ça, alors effectivement, l'audience sera ravie d'être connectée à la marque de par l'asset de valeur que ça apporte. Donc là, il y a des Ok. tendances autour du fun, de l'engagement, et comprendre que l'expérience de marque dans un monde type métaverse, c'est quand même bien différent que de la publicité type réclame qu'on a pu connaître sur une époque un peu passée.
Ouais, je comprends. Ouais, l'époque un peu même télévisuelle où les pubs Voilà, sont un peu old school. Hem, ouais. Qu'est-ce que l'on pourrait souhaiter à ton entreprise pour les 5 prochaines années? Quels sont vos objectifs? Pareil, hein, on va pas dans le confidentiel, mais de manière non confidentielle, quels sont vos objectifs pour les 6 mois, 1 an, 5 ans et qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Eh bien, de continuer de faire ce qu'on fait avec, plus de marques, avec, Ouais, plus d'équipes parce que c'est un plaisir au quotidien de partager ces moments, avec effectivement, plein de personnes qui sont, assez dingues, de, créativité, d'expertise, et humainement, avec lesquelles ça se passe très bien. C'est aussi de souhaiter, je pense, d'évoluer avec cet écosystème. C'est de se dire que nous, on ne souhaite pas être, en marge à faire nos projets. On a envie de continuer de participer, et au soutien de l'écosystème, d'être acteur, d'être fédérateur, de peut-être justement apporter des choses. Moi, je suis ravi de savoir qu'il y a 3 ans, je faisais une campagne pour Carrefour sur The Sandbox, alors que finalement, The Sandbox et le métavers, c'était encore à prouver, même s'il y avait plein de projets. Encore une fois, The Sandbox ne nous a pas attendu pour être une plateforme extrêmement efficace et populaire. Mais effectivement, moi, je trouve que quand tu fais ça pour des marques qui ne soient pas peut-être les marques les plus sexy, mais qui soient des marques grand public qui touchent un maximum de monde, ça permet d'apporter de la crédibilité, de l'usage, prouver. On n'est pas en train de dire on fait les trucs dans le métavers, on est en train de dire voilà ce qu'on fait, pour quelle audience, avec quelle finalité, avec quel résultat, avec quelle performance. Et quand tu peux multiplier ce genre d'expérience, bah, ça apporte beaucoup de concret. Et c'est ce concret-là qui est nécessaire pour le Web3 parce qu'on n'est pas en train, effectivement, d'avoir une lubie pour quelque chose qui n'existera jamais. On est en train de prouver les usages de ça. Donc, de continuer à le faire avec justement l'évolution de ces usages, les nouvelles technologies, les évolutions que permettront les technologies pour effectivement nous toujours le transformer en quelque chose. Tu parlais tout à l'heure de vulgariser. Moi, c'est mon rôle. Ces expériences-là, elles permettent de donner une impression beaucoup plus claire, beaucoup plus grand public de ce qui peut être fait. Et donc, j'espère que dans 5 ans, on continuera de le faire avec les nouvelles briques technologiques qu'apporte. Et puis, nous, on a une ambition, c'est de s'internationaliser parce qu'on a beaucoup de clients qui sont principalement français, mais pour l'instant, on n'est pas allé toucher des grandes marques à l'international. Donc, on aimerait le faire assez rapidement pour justement donner encore plus d'ampleur et plus de dynamique à notre déploiement. Et Génial. puis, peut-être effectivement refaire un podcast dans 5 ans quand toi, tu auras pété tous les scores, d'audience et que nous, on aura, aussi bien évolué et de se retrouver pour faire un petit point, un petit état des lieux dans quelques années. Ah ouais, mais c'est trop loin, on va le faire dans 1 an. Il y aura déjà plein de choses qui auront Voilà, évolué chacun de notre côté. Non, mais dans tous les cas, on n'aura pas le temps de tout traiter les sujets aujourd'hui et on refera un podcast dans tous les cas dans 6 mois, dans 1 an et avec grand plaisir. Tu disais au début travailler avec de plus en plus de marques et continuer à croître. Quel conseil justement tu donnerais aux entreprises qui souhaitent ou qui commencent à être curieux du métaverse et qui souhaiteraient bien l'explorer, en tirer profit et c'est leur première fois dans le métaverse? Quel conseil tu leur donnerais? C'est de te contacter? C'est d'être un peu plus curieux? Quel conseil tu donnerais justement à ces entreprises qui sont curieux? alors pour les entreprises qui souhaiteraient, commencer à créer justement de la valeur dans les métaverses au profit des marques, donc ce que nous on fait, maintenant depuis 3 ans, c'est d'analyser ce qui est fait et ce que les marques, font et aiment, les communautés et de se dire: «OK, comme je comprends que la valeur pour une marque, c'est son audience sur ces Ouais, univers-là, qu'est-ce que l'audience aime?» Et si ce que l'audience aime en ce moment, c'est des mécaniques de jeu spécifiques, on parlait tout à l'heure de Tycoon, mais ça peut être du multiplayer sous format racing, par exemple, qui est un format gaming très classique. Et ben, peut-être de commencer par faire ce genre d'expérience, de faire ses armes avec, une catégorie, très spécifique d'expérience, avec une mécanique très spécifique. Et comme effectivement, l'audience n'attendra pas que l'expérience soit, finalement, sponsorisée pour vivre, elle va déjà, prendre plaisir, venir dessus et à ce moment-là, ce sera encore plus facile pour la marque de venir monétiser une audience mmh, déjà créée. Donc n'attendez pas d'avoir un client qui est capable de vous dire: «Très bien, engageons-nous ensemble, collaborons, voici ce que je vous donne comme budget, à vous de créer. Non, créez, faites vos armes, engagez, testez des choses et ça vous permettra ensuite, avec les résultats, de pouvoir très vite aller chercher des clients qui seront ravis de pouvoir impliquer leur marque dans une expérience déjà qui aurait fait ses preuves. OK. Bah, merci pour ce partage. Je pense que ça va servir aussi encore à beaucoup, beaucoup de gens et pour les entreprises qui hésitent et qui aimeraient encore avancer, bah, n'hésitez pas tout simplement à contacter Neil, depuis le site internet, depuis LinkedIn comme il l'a dit au début. Il y a tous les liens dans la description pour pouvoir, avoir encore full valeur et comme vous avez pu le voir, il vulgarise
extrêmement bien. Donc, ça va vous permettre d'apprendre et de comprendre encore plus vite. Neil, on arrive gentiment à la fin du podcast. Et voilà, pour le dernier sujet du podcast, on laisse le mot de la fin à notre invité. Donc, ça peut être que tu puisses nous partager un mantra, peut-être une phrase que tu aimes te ressasser, peut-être un objectif que tu as, que tu veux nous partager, un sujet sur lequel tu veux revenir, peut-être un sujet qu'on n'a pas traité et que tu aimerais traiter. Ta carte blanche, ça peut durer 30 secondes comme 10 minutes. C'est toi qui vois et on te laisse ce mot de la fin. Waouh! Grosse responsabilité, hein. 10 minutes en plus? Non, non, entre 30 secondes et 10 minutes, tu décides. Ah d'accord, OK. Comme tu veux. Bah, j'en ai pas mal parlé déjà, peut-être que c'est l'occasion de revenir sur un sujet, mais avec un prisme, peut-être un peu différent, c'est, Ouais, le côté générationnel. Tu l'auras compris, je t'ai parlé de, l'activation des NFBs qui étaient, promus, sur les centres dans les centres commerciaux. Je t'ai parlé du lien entre, peut-être, le jeune et son parent qui comprennent pas. Nous, ce qui nous importe, c'est, de faire prendre conscience effectivement, de la valeur ajoutée, que vont avoir ces mondes virtuels et je pense, à court, moyen, long terme, qu'on aura tous une présence dans ces mondes virtuels. Même les personnes qui aujourd'hui sont un peu réfractaires vont avancer dans un univers qu'on appelle un internet beaucoup plus immersif et une institution, comme le gouvernement ou un musée ou une institution culturelle, une marque, ça je pense que c'est déjà prouvé. Nous, personnellement, on aura une présence dans ces mondes virtuels. Donc, ce qui est important pour nous, c'est certes à travers le prisme des marques qui touchent beaucoup de monde, de faire prendre conscience de ça, mais pour toutes les personnes qui seraient encore un peu réfractaires ou un peu distantes par rapport à ces sujets, on parlait en intro avant qu'on démarre le podcast que certaines personnes qu'on a en commun comprennent pas et sont un peu perdues là-dessus. Peut-être que la vulgarisation du sujet leur permettra de comprendre plus simplement, puisque finalement, on pourrait vraiment l'apparenter à des jeux auxquels tout le monde a déjà joué. Après, la technologie qu'il y a derrière, c'est effectivement quelque chose qu'il va falloir travailler pour la rendre beaucoup plus accessible, invisibiliser presque cette technologie pour lui donner accès aux usages et à la valeur ajoutée. Mais en tout cas, moi, ce que je souhaite dire, peut-être pour conclure cet échange, c'est de faire en sorte que des deux côtés, il y a un effort à faire. Et c'est même pas un effort, c'est tout simplement la capacité de communication et de partager. D'un côté, toute personne qui nous écoute, qui est familier de ces univers, que ce soit crypto, NFT, métaverse, de venir justement prendre des exemples qui pourra parler aux personnes qui ne sont pas du tout justement à l'aise avec ces univers-là, avec des exemples, que ce soit de grandes marques, d'expériences de jeu qu'elles ont vécues elles-mêmes, peut-être même faire la métaphore de ce qu'elles ont vécu par d'autres exemples qui pourraient parler à cette personne-là. Et à l'inverse, aux personnes qui sont hyper distantes, qui ne souhaitent pas regarder, qui en ont peur, de se dire ben, allons découvrir, allons faire le pas finalement nécessaire à la rencontre de ces univers-là, en parlant à des personnes qui s'y connaissent, parce que la discussion permettra forcément de créer le lien, et justement de pouvoir se retrouver. Parce que les personnes qui sont écartées de ces univers-là ont de la valeur à ajouter. Soit parce que justement elles apportent un peu de discipline, un peu de se prémunir des risques qu'elles voient parce qu'elles sont justement extérieures à ça, soit parce que justement dans la manière d'appréhender les sujets, elles vont pouvoir justement se positionner comme celui qui n'a pas l'habitude. Donc, comment on démocratise un maximum l'expérience. Et je pense que des deux côtés, la valeur apportée. Donc, c'est peut-être finalement une ouverture au dialogue que je propose d'avoir entre ces différentes communautés. Ouais, très intelligent. Merci le partage et l'explication, complémentaire par rapport aux générations. Merci pour ce que tu fais, pour ce que tu fais dans l'écosystème Web3. Bravo pour BeanBolder et pour tout ce que tu fais. Franchement, c'est incroyable et je pense qu'on est qu'au début d'une super aventure avec tes activités. Donc force à toi pour la suite. Merci d'avoir participé au podcast et à très vite. Trop sympa, merci Jean.